trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Evelyne Herrmann est avec nous, économiste Europe chez Bank of America Global Research. Bonsoir Evelyne. Bonsoir. Julien Kistrebert nous accompagne également, gérant chez Taylor Asset Management. Bonsoir Julien. Bonsoir. Vincent Lecartier est également avec nous ce soir. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Vous êtes gérant senior et responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Merci à vous trois d'être là. Ravi de vous retrouver. Vincent, quels sont les enseignements de la séance d'hier avec ce choc DeepSeek, effectivement, qui est venu révéler peut-être certaines fragilités dans le thème d'investissement IA, au sens où on l'entend, c'est-à-dire au sens anglo-saxon, voire américain du terme aujourd'hui, Vincent. Clairement, il y a des arbitrages extrêmement forts, des prises de bénéfices d'abord sur les trois thèmes principaux, c'est-à-dire la partie semi-conducteur, la partie serveur et la partie électricité. C'est les trois gros thèmes qui ont fait l'objet de prises de bénéfices extrêmement violentes. Ce qui est logique, c'était des titres qui avaient flambé. Donc, pour moi, c'est pas forcément une grande surprise. La question, c'était pas de savoir si ça arriverait, mais quand. Mais quand ? Voilà. D'accord. Donc c'est arrivé. On a enfin trouvé une raison pour déclencher le mouvement. Ce que j'observe, c'est qu'en face de ça, on a des titres comme Meta, Apple qui montaient hier. Qu'il y a énormément de sociétés d'édition de logiciels qui montaient hier. Que le S&P 500 équipondéré a terminé epsilon positif hier. Autrement dit, lorsqu'on regarde les grands indices avec des pondérations extrêmement lourdes pour certaines sociétés très impliquées sur la partie intelligence artificielle, oui, effectivement, on a des prises de bénéfices et du coup des baisses des indices qui sont très fortes. Quand on regarde l'intégralité de la cote de façon équipondérée, on se rend compte qu'en réalité, le marché fait son travail et n'imagine pas que ça remette en cause la croissance économique du pays ou des choses comme ça. On est bel et bien sur un statu quo boursier pour la cote dans son ensemble. Et donc, les sanctions ont été assez chirurgicales, vous dites. Le marché a plutôt bien visé et s'est pas trompé sur les valeurs qui ont été sanctionnées hier ou qui ont subi des prises de bénéfices un peu appuyées. Je suis pas du tout spécialiste du sujet, mais j'ai l'impression que les titres qui avaient énormément monté ont baissé. Un certain nombre de retardataires ont pris le relais. On a une plus grande dispersion au sein de la tech des sociétés qui profiteraient potentiellement de cette nouvelle adoption d'une IA pas chère. Puisqu'en fait c'est ça le vrai sujet, c'est de se retrouver avec deux offres, une offre haut de gamme, une offre bas de gamme entre guillemets ou peu chère, beaucoup plus accessible pour l'intégralité des entreprises, et du coup si l'ensemble de l'économie peut adopter plus rapidement une IA pas chère, ça ne veut pas dire pour autant que le thème de l'IA soit remis en cause, au contraire, j'ai tendance à dire que ça va peut-être éventuellement accélérer encore son adoption, avec potentiellement les gains de productivité qu'on peut y associer, avec énormément d'enjeux majeurs pour l'ensemble de nos économies. C'est ce que dit le patron d'un SAP aujourd'hui, par exemple. Il publiait ses comptes, ses résultats, interrogé évidemment sur le phénomène DeepSeek. Pour lui, si le coût des modèles larges de langage, des LLM, baisse, en tant que fournisseur de logiciels qui intègrent de l'intelligence artificielle, c'est parfait. Il est très content de ça. C'est l'arbitrage entre le prix et la quantité. Ouais. C'est-à-dire que effectivement, jusqu'à présent, on était sur quelques sociétés qui bénéficiaient d'un prix extrêmement élevé et donc qui ramassaient la mise. Aujourd'hui, en baissant le prix, une partie beaucoup plus large des entreprises va pouvoir accéder à ça. Et donc, un volant plus large d'entreprises va aussi encaisser les avantages du développement de l'IA. Ouais. Est-ce que, je ne sais pas, janvier 2025 restera une date importante, comme octobre 2022 a été un moment important avec l'avènement aux yeux de tous de ChatGPT. Julien, là, on a un moment DeepSeek qui suggère qu'effectivement, on a un phénomène de commoditisation, de banalisation peut-être de ces modèles de langage d'intelligence artificielle beaucoup plus rapide que ce qu'on pouvait imaginer. Enfin, en tant que non-spécialiste, j'entends. Bien sûr, mais il n'y a pas de rupture, effectivement, comme le disait Vincent, sur la logique d'accélération de la pénétration de l'IA dans les entreprises, voire même ça va aller beaucoup plus vite, effectivement. Je pense ce qui a surpris, c'est que tout le monde s'attendait peut-être plus à des ruptures au niveau des puces ou des concurrents qui seraient arrivés concurrencer Nvidia.
Parce qu'on sait tous, quand on a des marges aussi élevées, on se dit à un moment, il y a d'autres acteurs qui vont arriver sur ce marché. Et peut-être que la surprise, finalement, c'est dans le mode d'apprentissage où il y a eu une rupture. Ouais. Et là, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'attendait à ce genre d'informations, avec des facteurs de 1 indice en temps d'apprentissage. Donc c'est quand même très significatif. Voilà. Et après, sur la cohérence, oui, c'est logique qu'NVIDIA soit, entre autres, un des premiers sanctionnés, puisque ça veut dire qu'on aura peut-être besoin d'un peu moins de puces. Bon, ceci dit, il y a d'autres usages à venir. NVIDIA a beaucoup parlé en fin d'année dernière de la robotique qui allait arriver aussi, qui allait être un débouché. L'IA physique, c'est la nouvelle frontière pour Jensen Huang. Donc toutes les, je veux dire, tout n'est pas terminé effectivement sur ce dossier. Au contraire, on est au début de l'histoire. Voilà, maintenant effectivement les marges brutes à 95% d'NVIDIA, voilà, ce sera peut-être un peu plus difficile à maintenir, même si toutes les grandes entreprises américaines ont annoncé déjà leur plan de capex. Elles sont déjà dans les carnets de commandes, donc on peut imaginer que même si... On ne va pas tirer tout de suite un trait sur les plans de capex 2025 quand même. Voilà, ils vont s'élever à quoi, 300 milliards quasiment pour les 4-5 plus gros hyperscalers? Tout à fait. D'accord. Donc là, pour le coup, je pense que... Voilà, mais effectivement, puis après, il y avait un sujet de valorisation. Et donc c'est le début de la normalisation. Si c'est le début de la commodisation des modèles de langage IA, c'est aussi le début de la normalisation pour une entreprise comme NVIDIA, du point de vue de la croissance, de la valorisation. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que sur les 7 magnifiques, l'écart de croissance par effet de base, de toute façon, va être de moins en moins sympathique au fur et à mesure que les trimestres avancent. Alors certes, supérieur au reste de la cote, mais en tout cas, il y a une normalisation. Donc effectivement, nous aussi, on était plutôt partisans, en tout cas sur la partie indicielle et tactique, d'aller sur de l'équipondéré, justement, parce que, on va en parler sûrement après, mais on sait que le plan de Donald Trump, quand même, est pour faire encore accélérer, en tout cas au moins soutenir l'économie au maximum. Donc la partie industrielle pourrait sans doute un peu mieux s'en sortir. Et avec des niveaux de valorisation qui sont somme toute assez raisonnables aujourd'hui. Donc pas d'inquiétude spécifique sur les marchés, c'est une correction saine. Voilà, maintenant effectivement dire aujourd'hui qu'il va y avoir des gros impacts sur l'activité des entreprises américaines, ça me semble un peu tôt. C'est un peu tôt, c'est la prime de risque qui remonte. Voilà, bon. Chose d'assez normal. Oui, on avait oublié que même des valeurs tech stars comme Nvidia méritent parfois peut-être aussi une prime de risque. Voilà. Oui, il y a un peu ça. Mais c'est souvent la même histoire. Vous avez plein de dossiers de ce type-là, un peu cycliques. Il y a un super cycle à un moment, et puis les gens commencent à tirer une grande ligne droite en se disant le super cycle va durer. On le raconte à chaque fois, mais à chaque fois, ça se reproduit, quoi. On l'a eu tellement de fois, les voitures électriques, on l'a eu sur... Enfin bon, bref, on va pas refaire toute l'histoire, mais... Jusqu'aux tulipes, oui. C'est quelque chose d'assez classique, finalement. Jusqu'où ça peut mettre le Nasdaq en difficulté, quand même, Vincent, quand on voit l'enthousiasme, la dose d'enthousiasme qu'il y a eu sur cette thématique, y compris pour le retail américain. On notait des données de marché hier nous apprenaient que dans la baisse de 15% de Nvidia, il y a eu des rachats massifs de la part des investisseurs particuliers. Peut-être des rachats historiques sur une journée venant des particuliers sur une seule valeur comme Nvidia. Quand on cumule la dose d'enthousiasme qui a porté le Nasdaq depuis 2 ans maintenant, comment on réfléchit à quel type de difficultés est-ce qui pourrait se présenter si jamais, effectivement, la correction ne s'arrêtait pas à celle du lundi 27 janvier? Quand je regarde la régularité des chocs qu'on a eus sur la dernière décennie, il fallait tout le temps acheter. Dès qu'il y avait des baisses un peu profondes, il fallait acheter. Donc le retail a eu raison hier? Je pense. Il faut se rappeler aussi qu'il y a une réserve de monétaire qui est colossale dans le monde. Ça tourne aux alentours de 7 000 milliards de dollars, c'est-à-dire le PIB de l'Allemagne et du Japon cumulés. Voilà, donc ça c'est la réserve. Si vous êtes passé à côté des technos pendant 1 fois, 2 fois, 3 fois, la 4e, quand on vous le sert sur un plateau, vous avez envie d'y aller. Et une fois encore, je ne pense pas que l'histoire de l'IA soit remise en cause par cet événement. C'est-à-dire que ça va modifier les bénéficiaires, mais le thème lui-même, la dynamique en tant que telle, pour moi, reste présente. Donc oui, ça nécessite des arbitrages, des rotations à l'intérieur des technos. Donc effectivement, il va falloir regarder un peu plus le stock picking ou faire de l'equal weight. Comme ça, vous ne vous posez même plus la question de savoir comment vous allouez précisément les capitaux.
Le temps que les spécialistes identifient quels sont effectivement les bons gagnants, les perdants, est-ce que l'histoire qui nous a été racontée hier, est-ce que tout est vrai? Alors, parce que là aussi... ça, c'est des questions auxquelles on aura du mal à répondre. Mais oui, voilà, ça fait partie quand même de l'équation. Il est probable parce que les performances de DeepSeek sont aussi sobres que... Il est probable que l'État chinois soit en partie derrière. Il est probable que le nombre de processeurs utilisés soit nettement supérieur, ou voire de qualité supérieure à ce qui est déclaré. Je ne suis pas certain que la performance énergétique soit aussi spectaculaire que ce qui est officiellement annoncé. On a du mal à savoir quel type de puce ou GPU ils ont pu utiliser. Voilà. Ce qui est certain, c'est que c'est de l'open source, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses auxquelles le marché va avoir accès, auxquelles les spécialistes vont avoir accès, et donc on va pouvoir quand même juger de la qualité de la prestation du logiciel. Et pour l'avoir déjà très bien classé. Mais pour l'avoir utilisé moi-même, un tout petit peu, très sincèrement, c'est spectaculaire de voir la qualité qui est du rendu. Je ne suis pas capable de faire la différence avec OpenAI, enfin avec ChatGPT, ou avec Claude, ou avec je sais pas quoi. Non, c'est un produit de très bonne qualité. Donc, est-ce que pour répondre à votre question, est-ce que le Nasdaq va en souffrir beaucoup? Quand bien même il baisserait d'une dizaine de pourcents, vous restez dans un canal absolument magnifique haussier, et tous les développements à venir dans la défense, etc., les énergies nouvelles, même si Trump n'aime pas le sujet, ça va continuer de se maintenir. Tous ces investissements qu'on va avoir, et ça m'étonnerait que Trump ait envie de casser l'avance technologique américaine vis-à-vis des Chinois ou des Européens. Ça va même le renforcer dans la volonté de ne pas lâcher la pole position. Donc ça va encourager plutôt... Il a dit que c'était un wake-up call, que c'était un signal d'alerte pour la tech américaine. Ça va plutôt encourager des nouveaux investissements dans la tech. Donc moi, mon pressentiment, c'est que le Nasdaq, il a encore de beaux jours devant lui. Qu'est-ce que ça peut inspirer comme réflexion sur le plan macroéconomique, si ça a lieu d'être, Evelyne? J'ai vu une réaction parmi d'autres, d'Olivier Blanchard par exemple, sur les réseaux sociaux, qui, de manière très claire, estime que DeepSeek est peut-être un choc positif de productivité totale des facteurs historique dans l'histoire. Alors ça, c'est le langage d'Olivier Blanchard, d'un économiste, mais il y a quand même l'idée que ça peut aussi accélérer beaucoup de choses, peut-être sur le plan macroéconomique, en tout cas des choses qui peuvent avoir des conséquences sur le plan macroéconomique. Je ne vais pas contredire. Non. Non, mais je pense que déjà... on commence juste à regarder. Donc, du coup, à très court terme, un des phénomènes qu'on nous pose là, court terme, c'est quel est l'impact de l'effet de richesse sur le consommateur américain. Parce que alors que vous êtes tous très optimistes, on n'est peut-être pas tous effectivement équipondérés. Donc, du coup, il peut y avoir un effet de richesse à court terme sur le consommateur américain qui peut peut-être faire un peu peur. Bon, ça, mes collègues américains restent relativement convaincus que le consommateur est quand même résilient, qu'on a des bilans de consommateurs qui sont relativement robustes et qui devraient être capables, dans leur intégralité, de gérer ce genre de réajustement. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est le risque à court terme. L'effet richesse, le risque. Nvidia étant une des valeurs sans doute les plus détenues par les particuliers américains. On a eu Tesla à un moment, Apple historiquement, bien sûr. Voilà. Oui, donc du coup, du coup, ça, c'est un risque peut-être plus à court terme. Après, à moyen terme, le sujet IA, c'est un qui est avec nous depuis un bout de temps. Effectivement, si vraiment les gains sont tellement importants par cette nouvelle offre, peut-être les choses vont s'accélérer. La chose peut-être qui est intéressant à réfléchir, c'est que si c'est tellement plus bon marché, le facteur inflationniste, dont certains inflationnistes continuent à parler, de cette innovation va encore diminuer, même à court terme. Donc du coup, ça peut-être un peu prendre de la pression dans cette narrative dans cette histoire de tout est toujours pour l'éternité plus inflationniste que ce qu'on a connu. Donc, ça rééquilibre un peu la conversation au sein des banques centrales. Au moins, ça pourrait le provoquer. Après, tout est une question de à quel point c'est rapide. Après, il y a aussi la question de à quel point on peut redistribuer la richesse créée avec les gains de productivité au sein de la population, puisqu'on est très au courant que les chocs inégaux peuvent peser sur la croissance. Il y a plein de questions qui se posent autour du sujet du AI, du
IA. Oui, vous pouvez dire AI aussi. c'est des anglicismes qui reviennent. Je pense qu'on est tout juste au début, mais a priori, si toute cette transition se fait plus rapidement et à un coût inférieur par rapport à ce qu'on a pensé avant, et c'est que le deuxième jour qu'on discute ça pour de vrai, il y a plein de questions qui viennent avec, l'histoire inflationniste, elle est peut-être moins puissante. Ouais, elle est peut-être moins importante que ce qu'on peut imaginer. Si on reste encore un peu sur le sujet IA, comment on aborde l'investissement en IA, justement, alors partant des informations qu'on a pu recevoir là jusqu'à aujourd'hui, Julien? C'est une bonne question. Non, plus sérieusement, dans notre cas, nous, dans les allocations, on n'était pas très exposés à la tech pour des questions de valorisation. Tout simplement, et pas forcément parce qu'on n'y croyait pas sur les perspectives, c'était plus une notion de alors effectivement, gestion de risque, la question, quand, voilà, on n'avait pas la réponse, mais on trouvait que sur ces niveaux de valo, en moyenne, c'était plutôt un peu tendu. La question, c'est plutôt quand est-ce qu'on revient. D'accord. En tout cas de notre côté. Voilà, je pense qu'effectivement, on n'a pas suffisamment d'informations à ce stade pour être catégorique. Mais on voit des sociétés qui ont quand même beaucoup baissé. Et pour le coup, je ne sais pas si ça a toujours été chirurgical. On parlait de Siemens Energy tout à l'heure, qui rebondissait. Pourquoi elle a perdu 20% sur cette news? Ça me paraît un peu décorrélé de l'histoire, en tout cas de Siemens Energy. En tout cas, moins 20. C'était un peu certainement excessif. Et puis, il y a des dossiers qui ont bien souffert aussi, peut-être de manière excessive, comme Schneider Electric, même s'ils sont exposés, il n'y a pas de débat, mais c'était quand même assez violent et assez fort. Donc voilà, il y a peut-être des choses de ce type-là à regarder. Des ASML, alors ils ont leurs problèmes propres par rapport aux exportations en Chine, mais... Ça a bien glissé, ASML, quand même, depuis l'an dernier. Exactement. Elle avait repris un peu de souffle, et puis là, sur ces news, elle a fortement baissé. Voilà, après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir besoin de semi-conducteurs, encore une fois. Juste, et ils n'étaient pas dans une logique aussi forte de super profit. C'était quand même des cycles très longs de carnet de commandes. Bon, voilà, après, il y a une telle granularité sur les ventes qu'effectivement, la publication va être à surveiller. Et c'est vrai qu'à une machine près, ça change tout. Ça change un peu la lecture. La couleur des comptes, oui. Exactement. Ça, ça peut être assez volatile. Mais voilà, donc effectivement... Peut-être un peu de prudence sur des Nvidia, des Broadcom. Pour le reste, je pense que d'une manière générale, l'histoire, elle est toujours là. Et on n'a pas d'inquiétude majeure à ce stade. Dans le jeu relatif des marchés, Julien, est-ce que plus d'interrogations ou plus de volatilité sur le thème IA, infrastructure, est-ce que ça peut amener les investisseurs globaux à regarder à nouveau d'autres zones géographiques, d'autres thèmes? D'autres zones, je ne sais pas. Je pense que tout le monde est plutôt, en moyenne en tout cas, surpondéré sur les États-Unis parce que c'est une évidence. Voilà. Parce que ça a bien fait. Voilà. Et puis, est-ce que c'est une bonne raison ou pas? Pas toujours, mais parfois oui. Non, mais plus sérieusement, en tout cas sur la partie industrie ou secteur bancaire aux États-Unis, globalement, d'inquiétude à avoir, plus de libéralisme, des déficits budgétaires importants pour soutenir les projets d'infra, etc. Donc globalement, pas de grosses inquiétudes là-dessus. Sur l'Europe, je dirais que ça va dépendre beaucoup de la publication d'LVMH, déjà, à court terme. Oui. Donc on a eu la publication, c'est vrai, de Richemont qui était très bonne, notamment aux États-Unis et en Europe, plus difficile en Chine, enfin toujours difficile en Chine. Mais la joaillerie, quand même, les montres, c'est un marché un petit peu spécifique. Donc on va voir LVMH ce que ça donne. Effectivement, si LVMH, vu que ça a déjà rebondi post-publication aussi de Bruno Cucinelli, etc., on peut avoir un peu de prise de profit. Et là, on va se dire, finalement, l'Europe, ça reste quand même compliqué. Mais en valo relative, oui, l'Europe est intéressante. Et la bonne question, c'est quel va être le catalyseur, parce que un actif pas cher, ça n'a jamais fait de performance, malheureusement. Ça ne donne pas le timing, oui. Donc il faut savoir ce qui se passe. C'est vrai qu'on a des faits de base un peu plus sympathiques en termes de croissance, un peu de fantasme sur les élections allemandes. On verra ce qui se passe. Oui, mais il y a plein de catalyseurs potentiels devant nous. Voilà. Et puis l'espérance que la Chine fasse un plan de relance un peu plus massif à un moment, parce que les entreprises européennes sont quand même très internationales. Donc voilà,
J'ai l'impression qu'il y a quand même eu un peu de rebalancement sur l'Europe ces dernières semaines, mais on le voit sur la perf relative, d'ailleurs même avant cet événement. Et je pense que les 7 magnifiques vont un peu moins performer, donc je serais plutôt d'avis d'aller chercher un peu d'autres thématiques, en tout cas sur la zone américaine. Rapidement là-dessus, Vincent, c'est un mouvement effectivement de rebalancement qui peut voir le jour quand même. Est-ce qu'on coche au fur et à mesure toutes les bonnes cases, en tout cas pour se mettre en position de voir des rebalancements vers d'autres zones que les États-Unis? Le début d'année est toujours celui où il y a le plus de chances pour les retardataires. Puisqu'en fait, vous avez l'année devant vous, si vous vous êtes une fois encore trompé à réinvestir, à retenter un coup sur les small caps, sur l'Europe, sur la Chine ou je ne sais quoi, sur tous les retardataires. Si vous retentez un coup, c'est probablement en début d'année, parce que si le coup finalement échoue une fois encore, vous avez le reste de l'année pour essayer de vous rattraper. Donc je pense que en timing, c'est pas vraiment étonnant de voir que l'Europe se rattrape un petit peu. Évidemment, la proximité de l'élection en Allemagne donne un petit peu de timing additionnel pour ça. Mon impression, c'est que de toute façon, les investisseurs, que ce soit des institutionnels ou des particuliers, resteront plutôt sur des grandes capitalisations et privilégieront en priorité, une fois que vous avez éclusé vos investissements aux États-Unis, qu'éventuellement vous faites des mini-arbitrages à l'intérieur des États-Unis, si vous voulez disperser un petit peu plus votre allocation, vous allez privilégier les grandes capitalisations plutôt occidentales, donc le Japon, l'Europe. Et la dernière roue du carrosse, ça sera les émergents et les small caps. Je pense que c'est ça la logique de redispersion des capitaux. Dans la mesure où il y a une séquence, quoi. Dans la mesure où le cycle économique, pour le moment, est, je dirais, stable à plus, il n'y a surtout pas de raison de ne pas aller vers l'étranger. Ouais. Donc l'Europe, normalement, on devrait avoir un tout petit peu plus de croissance cette année que l'année dernière. Pourquoi ne pas revenir un petit peu sur cette zone? Avec un peu de chance, les entreprises pourraient faire du x2 ou x3 par rapport à la croissance en termes de bénéfices. Parlons justement de la croissance européenne pour cette année. Evelyne, qu'est-ce qui va construire, façonner la croissance en zone euro notamment, ou en Europe au sens large cette année? Et puis on en viendra évidemment à la manière dont la Banque Centrale Européenne pourra soutenir cette croissance. On a une toute petite amélioration dans la croissance européenne comme scénario de base. Donc, du coup, on parle de 0,7 l'année dernière, 0,9 cette année, c'est quand même pas du exorbitant. Les facteurs principaux là derrière, c'est quand même les gains de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, la croissance des salaires réels est assez importante en zone euro et dans les économies individuelles, donc ça devrait aider. Pour l'instant, ça a surtout remonté ou résulté dans une remontée des taux d'épargne. Mais on espère vraiment que c'est juste un effet tardif, que là, la consommation va reprendre un tout petit peu. Et après, il y a le phénomène de la politique monétaire qui est en train de réduire le niveau de restrictions appliquées à l'économie. Et on pense effectivement que la BCE va aller très loin. On pense qu'ils vont baisser les taux à 1,5 sur le taux de dépôt d'ici septembre, ce qui n'est pas un niveau de taux d'intérêt stimulatoire, mais au moins restrictif qu'avant. Ça devrait aider un peu la croissance d'investissement. Bon, ça, c'est le scénario de base. Après, je pense que pour vraiment repenser la politique budgétaire allemande pour 2025, l'année est trop avancée. Enfin, ça, il faudrait plutôt repenser un stimulus à court terme parce que l'économie est vraiment très proche d'une dynamique de récession plus intense que ce qu'on a connu dans les chiffres de croissance des dernières 2 ans. Après, il y a beaucoup de risques à la baisse, en fait, aujourd'hui. Donc, tout ce qui est guerre commerciale, on n'a pas besoin de voir des augmentations des tarifs. L'impact d'incertitude est suffisant pour significativement dégrader les perspectives de croissance dans une économie exportatrice en zone euro. Et on a vu ça, on prépare un petit indicateur d'incertitude. Il a augmenté de façon significative pile au moment du résultat de l'élection américaine. Après, il s'est recorrigé un peu vers la baisse et là, depuis la semaine dernière, c'est remonté. Donc, du coup, on n'a pas besoin vraiment d'une augmentation. On a juste besoin de ce niveau d'incertitude qui peut peser sur
sur l'investissement. Il y a aussi le phénomène prix énergétique. Ils ont quand même augmenté de presque 10% par rapport à fin novembre. Ça pèse sur le pouvoir d'achat. Pour l'instant, ça se tient un peu à la marge, mais ça commence à s'accumuler. Et il y a l'impact de l'effet contagion du repricing côté américain. Donc du coup, on a des taux réels, une courbe de taux réels aujourd'hui en zone euro qui est 30 points de base à peu près, supérieure à ce qu'on avait dans les scénarios de fin novembre, début décembre. Ça commence à s'accumuler. Donc oui, il y a certaines raisons pour peut-être être optimiste sur les actions sur les marchés européennes, mais côté croissance, oulala. Comment est-ce que vous voyez le marché du travail ou les marchés du travail se comporter dans cet environnement de médiocrité que vous décrivez pour l'Europe, Evelyne? Je pense qu'on a discuté dans le passé, il y a probablement beaucoup de rétention d'emplois en zone euro et la motivation de continuer ça ou la capacité financière des entreprises de continuer ça vient un peu à son échéance. Donc on voit en Allemagne, le secteur privé est en train de détruire des emplois. Ça, c'est en cours depuis le deuxième trimestre de l'année dernière. En France, on est à peu près à 0 en termes de dynamique. Le T4 est peut-être un peu particulier parce qu'il y a les JO qui... Oui, il y a eu un contre-coup des JO. Voilà, c'est ça. Mais un peu d'incertitude politique. Mais qui, pour l'instant, on ne parle même pas d'un environnement de récession en France. C'est au contraire de l'Allemagne. Donc, du coup, la dynamique de marché d'emploi, elle est en train de se dégrader très rapidement dans les pays corps de la zone euro, et notamment en Allemagne. Et je pense que ça se reflète aussi dans la dynamique salariale. Dans le Indeed Wage Tracker, on a des retours à 3%. Un peu, mais bon, ça se joue à très peu. Quand on regarde les négociations salariales, ce que ça donne dans l'avenir pour la deuxième moitié de 2025, dans le joli graphique qu'a préparé la BCE, on est de retour à 1,5% dans ce qui est négocié aujourd'hui. Certes, les négociations actuelles pour l'année en cours ont tendance à être un peu plus fortes que les négociations pour la deuxième hausse dans l'année future, mais 1,5 en point de départ, c'est quand même du lourd. C'est de la croissance réelle, proche de zéro. Donc, du coup, c'est ça. C'est très, très compatible avec des baisses de taux, ce que vous dites. Le marché d'emploi, il dit quand même aujourd'hui alerte, fragilité, notamment dans les pays corps. Les pays périphériques ont l'air plus résistantes encore. C'est vrai, mais dans les pays corps qui font quand même 50% de la zone euro, ça a l'air très fragile, ce qui rajoute un élément de motif d'épargne par précaution par les consommateurs et un peu mettre à risque cette reprise de la consommation. Tout est compliqué en ce moment. Sur l'emploi, effectivement, c'est par la question de l'emploi que la Banque Centrale Européenne va aller chercher peut-être 1,5% de taux de dépôt au cours de cette année. Parce qu'évidemment, ce n'est pas ce qu'ils annoncent aujourd'hui. On est encore prudent, on va vers le taux neutre, progressivement, pas à pas. Mais je comprends de votre cerveau, et depuis un moment, Evelyne, qu'il y a un moment où il y aura une forme de bascule. En tout cas, une BCE qui sera en capacité d'accélérer même peut-être, ou de signaler son intention d'aller beaucoup plus bas peut-être que sous les 2%. Et c'est par l'emploi que l'argument viendra ? Non, c'est vraiment l'intégralité. Donc du coup, c'est la désinflation qui commence à vraiment se montrer aussi dans la séquence de prix mensuels. Donc, du coup, on voit que ça baisse dans les perspectives de salaire. Après, si vraiment on a un développement particulièrement négatif qui devrait se matérialiser, donc une croissance qui vraiment n'augmente pas, qui s'écroule même, ça peut accélérer la BCE. Dans ce cas-là, je ne pense pas qu'on parle de 1,5% taux terminal, mais plus bas, parce que en même temps, le niveau de la discussion autour du taux neutre, elle est endogène. Je pense que le plus qu'on s'approche de ce taux neutre, le plus qu'on vient peut-être à la conclusion que peut-être le taux neutre en zone euro, il n'a pas augmenté par rapport à 2019. Donc, du coup, c'est une procédure très graduelle. Stimuler l'économie, c'est encore autre chose. À 1,5, je pense que ce n'est pas du stimulus. Très intéressant. Quel est le niveau d'espoir qu'on peut avoir vis-à-vis des élections allemandes, Evelyne ? Quelle est la force du signal qu'on peut envisager ? Alors déjà, il faut anticiper une forme de résultat, de coalition.
Combien de temps ça peut prendre, d'ailleurs, dans le schéma actuel? De mémoire, c'est 2 mois, c'est bien pour une coalition en Allemagne, mais ça peut être plus long. Est-ce qu'on est dans un schéma où ça pourrait être plus long qu'une paire de mois, Evelyne? Et puis, partant déjà de toutes ces hypothèses, quelle peut être la force du signal qui serait envoyé par un nouveau gouvernement allemand? Je pense que l'espoir, il est certainement là. C'est un peu le moment pour revisiter tout ça. Après, effectivement, la question dominante aujourd'hui pour moi, c'est quelle est l'échéance. Donc, on a l'élection le 23 février. On saura a priori s'il y a une majorité de 2/3 dans le Parlement parmi les partis conventionnels. Après, il faut négocier une coalition le plus rapide qu'on a vu dans le passé, c'est 1 mois. Le plus lent, c'est 6 mois. Je pense que vu les urgences, on serait peut-être plus sur une trajectoire plus rapide, mais quand même 1 mois. Après, il faut... comme en France, préparer le budget 2025, parce qu'on n'en a pas. Ça prend aux vacances d'été, jusqu'à ce que même la Bavière, typiquement les dernières revenir des vacances d'été, on est mi-septembre, et après on peut commencer à parler du moyen terme, et juste commencer. Donc du coup, il faut vraiment être super optimiste pour croire que tout est en place pour 2026. À la limite, j'ai mes doutes. Donc c'est ça. Donc dès qu'il y a un signal pour les marchés et qu'il y a espoir, je pense qu'il y a les réactions de marché, il y sera. Sauf qu'à court terme, s'il faut attendre 1 an, 2 ans jusqu'à ce que ça se matérialisera, on a des conditions de financement plus restrictives, toutes les fragilités aussi, donc la longévité de cette réaction de marché, j'aurais mes doutes. Mais voilà, l'espoir y est. Oui, non, mais ça, c'est pour ça. Et l'espoir ne fait pas une stratégie, comme on dit. Donc c'est pour ça que je voulais bien mesurer les choses avec vous et avoir votre vision de cette séquence allemande. Il y a une séquence incompressible, qui va évidemment s'installer à partir du résultat des élections. Un point hyper intéressant sur les tarifs. La simple menace de tarifs génère une incertitude qui est déjà une forme de sanction. Comment on évalue ça et comment vous regardez la conversation qu'il peut y avoir aux États-Unis sur la bonne formule à trouver, puisque c'est quand même ça le sujet. Quelle forme est-ce que tout ça va prendre? Alors bon, on a vu, il y a l'exemple colombien où ça peut aller très très vite et Donald Trump finalement résiste à l'idée de taxer le consommateur américain de 25 ou 50% parce que la Colombie a tout de suite accédé à ces demandes. Il y a un sujet plus global, évidemment, avec des partenaires comme Canada et Mexique, avec l'Europe. L'idée de Scott Bessent qui défendait encore devant le Sénat lors de son audition de confirmation cette semaine, c'est quelque chose d'assez universel mais progressif. C'est-à-dire on va pas à pas, 2,5% chaque mois, et on augmente comme ça la pression au fur et à mesure avec, j'imagine, un jeu de négociation qui permet à chacun de rester dans le radar ou d'en sortir. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour les marchés entre l'idée de mettre 20% tout de suite, 25% tout de suite pour le Canada ou le Mexique, ou l'idée d'un espèce de supplice un peu lent comme ça, mois après mois Je pense que le progressif, déjà, c'est la méthode la plus raisonnable, ne serait-ce que pour les États-Unis aussi. Alors, il ne faut pas surestimer l'impact inflationniste pour les États-Unis de ces droits de douane, mais quand même, ils sont déjà dans une situation où il y a une inflation élevée, ils veulent faire des dépenses budgétaires importantes, réduire la population en capacité de travailler. Si on rajoute ça en plus, ça commence à faire beaucoup. D'où les scénarios les plus agressifs, où on n'était même plus sur une baisse de taux ou zéro, mais voire même des hausses de taux de la part de certains économistes. Donc je pense que du point de vue américain, en tout cas, l'approche progressive est la plus importante, sachant qu'en plus, Donald Trump a été élu notamment sur ce sujet de l'inflation et du pouvoir d'achat. Donc ce serait un petit peu antinomique pour lui, à mon sens, en tout cas, d'être trop agressif là-dessus. Du côté européen, c'est déjà dans les cours, on le voit, il suffit de regarder les primes de risque action Europe aujourd'hui. Alors certes, il n'y a pas beaucoup de croissance sur la zone, mais pour ça, c'est pas antinomique, ce qu'on disait finalement. On ne dit pas d'aller sur les small caps européennes. Non. Évidemment, ça reste compliqué. Mais si vous regardez les grandes valeurs européennes qui sont très internationales par définition en termes d'activité, elles, typiquement, elles ont quand même une des cotes du fait d'être localisées en Europe.
et elles bénéficieront aussi de la relance américaine, modulo évidemment les droits de douane, mais sur certains segments, ils ne pourront pas s'en passer de toute façon. Donc, c'est peut-être 30% du chiffre d'affaires de l'Eurostock qui est réalisé en dehors des... Aux États-Unis. 60% hors Europe, et dont 30% aux États-Unis. Donc voilà, donc c'est un sujet assez classique, un coup à rabâche, mais acheter des actions européennes, c'est pas forcément acheter l'économie européenne. C'est sûr. Ça, c'est un point quand même qu'il faut redire et remarteler, puisque c'est deux sujets différents. Donc voilà, donc globalement, les actions européennes, c'est déjà dans les cours. Je pense que si on part sur un schéma plutôt même de supplice, c'est moi qui le dis, mensuel, je pense que quand même ça va rassurer les investisseurs, parce qu'au final, tout le monde a intérêt à trouver des solutions. L'Europe est quand même un partenaire assez significatif pour les États-Unis. Et puis globalement, acheter du gaz américain ou du gaz qui vient d'ailleurs, ce qu'on est prêt à faire. Oui, non, mais ça. Est-ce que ça change réellement notre vie? Pas vraiment dans les faits. L'euro a un peu baissé, alors pas sur les dernières semaines, mais depuis le mois de septembre où on a commencé à pricer l'arrivée de Trump, on partait de quasiment 1,12. Donc voilà. Donc, il y a un peu aussi dans l'euro de cette de la après, dépréciation je pense que ça, pour le coup, c'est pas fini parce que vu la différence. L'Europe, vu les taux réels que l'on a, vu la croissance que l'on a, effectivement, on devrait être beaucoup plus bas. Modulo ce sujet monétaire et les impacts d'inflation importée que ça peut avoir. Mais voilà, donc je pense sur la devise, malheureusement, c'est pas terminé. Et puis, si je suis un peu cynique, c'est peut-être une des seules façons de faire des gains de productivité, en tout cas pour l'export en Europe. C'est l'euro, c'est la compétitivité des prix, quoi. D'accord. C'était la politique des pays d'Europe du Sud pendant longtemps. Finalement, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Ouais. Bon. Aujourd'hui, ils s'en sortent mieux que nous, effectivement. Espagne et Italie restent dans une dynamique supérieure à celle de la France ou de l'Allemagne. Sur la question des droits de douane, on sent qu'ils tâtonnent pour trouver la bonne formule, quand même. Il n'y a rien d'évident. Je pense que de toute façon, pour éviter de pénaliser le consommateur américain, il vaut mieux le faire de façon très graduelle, tester les conséquences et ajuster ensuite le niveau où on finit par s'arrêter. C'est une dose d'incertitude pour tout le monde qui peut être mortifère quand même. On ne sait pas à quelle sauce on sera mangé le mois prochain, quoi. Je pense que la deuxième chose, c'est que c'est une façon de négocier aussi vis-à-vis de l'extérieur où le taux va s'arrêter. Donc je pense que c'est aussi une bonne manière pour les Américains de maintenir la pression tout en encaissant progressivement un chèque. L'air de rien, s'il y a déjà 2,5% de surtaxe, c'est toujours ça qui rentre dans les comptes de l'État. Donc non, je pense que la méthode graduelle et avec une différenciation par pays ou par secteur d'activité, etc., je pense que c'est à ça qu'on finira par arriver. Donc vous avez été gentil. Bon, on va s'arrêter à 10. Vous avez été méchant. On va monter à 30. Je pense que c'est un peu... Non, mais je pense que c'est un peu ça. Et l'affaire colombienne, pour moi, elle est très importante à observer. C'est-à-dire qu'on est prêt à fusiller les relations avec un pays du jour au lendemain, et ça, c'est une magnifique forme de menace pour les autres. C'est-à-dire que pour un petit pays avec des relations qui étaient très faibles vis-à-vis des États-Unis, l'impact pour les États-Unis était très faible. Ils pouvaient prendre ce risque sans aucune difficulté. Exactement. Et derrière, faire passer le message aux autres pays. Regardez comment vous serez traités si vous ne comprenez pas les messages qu'on vous envoie. D'ailleurs, c'est la stratégie qu'ils veulent mener en Europe. Parce qu'ils essayent plutôt de faire des négociations bilatérales plutôt que de négocier avec la Commission. Oui, ça, l'Europe, comment ils disaient, nous, je ne sais plus comment ils nous décrivaient, l'Europe, un petit club, ou je sais plus, bref. En fonction des formules de tarifs douaniers, les impacts peuvent être différents, très différents, les impacts économiques, Evelyne. Si alors on met des tarifs universels mais progressifs, ou si on cible des secteurs ou des pays avec des niveaux de tarifs additionnels qui peuvent être élevés, ça donne des résultats économiques différents à l'arrivée ? Oui, potentiellement oui. Après, il y a tellement de permutations que je ne saurais pas. Voilà, c'est l'effet de l'équilibre général. Après. On a vu qu'est-ce qui se passe on a vu la complexité de ce sujet en 2018-2019. C'est pas parce que les prix du steel
De l'acier. De l'acier ont augmenté à cause des tarifs, que les prix des soja n'ont pas baissé parce qu'il y avait de la rétaliation et donc du coup au total l'impact inflationniste n'était pas du tout évident, y compris sur l'économie. Donc du coup c'est très complexe d'élaborer l'impact, mais encore une fois cette approche graduelle, ça fait partie de notre scénario de base. Vous retenez l'idée gradualiste c'était notre scénario de base avant. Donc pour l'Europe, un doublement des tarifs pour l'Europe de 1,5 en moyenne à 3% en point terminal à partir du deuxième trimestre. Mais encore une fois, rien de tout ça empêche l'impact de l'incertitude. Il peut y avoir un impact de front-loading. Donc quand on sait qu'il y a un risque que les tarifs seront... On achète vite ou on vend vite. Le mois prochain, on fait plus rapidement. Donc du coup, ça peut créer une illusion d'une force économique un peu extra, mais une fois que il peut avoir un effet de rattrapage après, d'ajustement après, qui peut être assez important. Donc du coup, ça sera très difficile à naviguer, je pense, d'un point de vue prévision et d'un point de vue impact. Mais l'impact incertitude, c'est peut-être le facteur qu'on peut plus prévoir là-dedans et plus mesurer surtout là-dedans. C'est ça, la vraie menace. Trump, c'est l'incertitude qu'il génère. Par contre, le gradualisme, je pense que ça permet beaucoup plus aux entreprises de s'adapter à ce qui est en train de se produire. J'ai entendu des patrons dire, moi je préfère, quitte à aller jusqu'à 10 ou 15%, je préfère qu'on me l'indique dès le départ, qu'on me dise ce sera 15 à partir du 1er février. Et là, on s'adapte. Si c'est chaque mois, sans savoir si le mois d'après, ça va être doublé, augmenté encore ou pas, bon, on verra. De toute façon, le 1er février, ça arrive bientôt. Oui. C'est la date, une des dates qu'il a fixées dans ces 100 jours pour peut-être clarifier. D'ailleurs, le couple, on pensait qu'il n'y aura pas d'augmentation des tarifs parce que les chaînes de production sont tellement intégrées autour de ces frontières. Entre Canada et Mexique qu'on pensait que là, vraiment, ça serait particulièrement difficile de venir avec des tarifs. Et voilà la menace en première. Ça a été les premiers. C'est les pays amis qui ont été les premiers ciblés. C'est un petit coup pour le friendshoring quand même. Pas facile. J'oublie à chaque fois si c'est 5 ou 8 fois que la voiture passe entre le Mexique et les États-Unis, oui. Imaginez une augmentation des tarifs dans cette chaîne de production. On verra comment les amis canadiens et mexicains... Bon, ça discute. Claudia Sheinbaum au Mexique, elle est en discussion sur la question migratoire, notamment. Voilà, elle montre aussi beaucoup de choses côté mexicain. Donc on verra ce qu'il en est au 1er janvier pour le Mexique et le Canada, et pour les autres peut-être plus tard. Merci à vous trois en tout cas d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Evelyne Hermann, Bank of America Global Research, Julien Kistrebert, Taylor Asset Management, Vincent Lecartier, WeSave.